Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Ce soir, je vais vous parler du Pérou et en particulier des fêtes qu'on peut trouver au Pérou, des fêtes assez exceptionnelles. Donc, on va partir au Pérou pour vous situer, bah voilà, hein, c'est dans l'Amérique latine ici et on voit le point rouge pour le Pérou et le voici. Donc, c'est plutôt un pays moyen avec une grande partie d'Amazonie, de Cordillère des Andes et de côtes. Bon, ça peut faire l'occasion de plusieurs webconférences, en fait, tellement il y a de choses à dire. Et sur la carte de droite, nous pouvons voir la zone qui nous intéresse, qui est aussi la zone la plus visitée. Donc, vous voyez Cusco, Arequipa, le sud du Pérou, qui est l'endroit, donc au-dessus de Cusco, un peu au nord-ouest, on a la vallée sacrée avec le Machu Picchu. Et puis, les fêtes qui nous intéressent donc sont dans cette région-là du sud Pérou. Donc, nous avons deux voyages qui permettent d'aller voir au moins trois de ces fêtes, avec des départs qui sont déjà garantis, voire même déjà en dernière place. La date de départ est la même, c'est le 7 juin. Un voyage en 7 jours qui permet de faire une visite plutôt culturelle de la vallée sacrée du Machu Picchu et d'aller voir les fêtes que je vais vous présenter. Et puis un voyage en 22 jours qui permet d'enchaîner avec un très très joli trek qui est le tour de Laosang-Gaté. Donc nous allons commencer par le pont Quechua-Chaka, qu'on appelle aussi le dernier pont Inca. Donc, qui a lieu la deuxième semaine de juin, du jeudi au dimanche, chaque année, dans un lieu unique, hein, sur la rivière Apurimac. On verra une petite carte tout à l'heure. Bah, ici, je vais vous faire passer la carte ici. Donc, en fait, nous allons de Cusco vers, vous voyez les petits lacs. Et si on continue beaucoup plus à droite, nous arrivons vers Puno. Donc, on est sur la route entre Cusco et Puno. Et à peu près à la moitié, on bifurque pour aller dans la province de Kewe. Donc, tous les ans, je reviens vers la petite présentation, euh, en fait, il y a tout un héritage de la civilisation Inca qui est le Capac Ñan, c'est-à-dire des routes, hein, qui étaient pavées avec des ponts justement suspendus et qui permettaient d'avoir un grand réseau routier. Les ponts, à l'époque, étaient fabriqués en corde, en cordage, avec des plantes du pays, par les communautés locales. C'était un peu un impôt qu'ils devaient à l'Inca, et étaient entretenus et refaits parfois chaque année, ou en tout cas entretenus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années maintenant, euh, les communautés ont gardé cette tradition et ne faisaient un nouveau pont en fait a été construit. Et donc les communautés, les quatre communautés qui entretenaient ce pont commençaient à arrêter finalement de l'entretenir et de le refaire. Et là, grâce au sponsor en fait d'une banque et après du ministère du tourisme, de l'Office du tourisme, qui a encouragé les quatre communautés tous les ans à refaire ce pont en disant que c'est devenu d'ailleurs le patrimoine immatériel mondial de l'humanité de l'UNESCO, hein, c'est rentré parce que c'était un savoir-faire qu'il fallait garder avant que ça se perde. Donc pour le garder de génération en génération, pour le garder vivant, on demande à ces quatre communautés de venir refabriquer le pont chaque année. Donc en fait, pour cela, on met des tabliers. Donc les tabliers, c'est les gros cordages que l'on voit là, et on les passe d'un côté à l'autre de la rivière. Hop, voilà, vous verrez peut-être mieux l'écran. Donc vous voyez, c'est un grand canyon qui se rétrécit et c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit-là. Et il y a des communautés de chaque côté en fait de ce canyon, hein, deux communautés de chaque côté, quatre communautés en tout. Et on se passe la première corde qui permet, on voit le pont, l'ancien pont qui flotte dans l'eau en bas à droite, et le nouveau pont. Donc on a passé un premier cordage qui permet de passer ce qui va soutenir tout le pont et le tablier en fait.
Et voilà les premières cordes qui sont là. Alors en fait, on fait des cérémonies, donc évidemment, comme toute fabrication dans le sud Pérou, de l'héritage quechua et inca, les cérémonies sont importantes avec les feuilles de coca, avec parfois même des petites fioles d'alcool à 90 par exemple. Et donc il y a des chamans et des amaotas qui sont là pour faire les cérémonies. On voit avec aussi les maïs des trois couleurs. Donc là, c'est une offrande, c'est une messa, une offrande pour le pont, pour que tout se passe bien. C'est vrai que c'est un acte, on le verra, il y a des images un peu impressionnantes. Donc ça peut être dangereux et on demande vraiment aux apous, qui sont les esprits de la montagne, d'être présents, d'être là pour nous aider. Donc on voit que les anciens, là, se réunissent pour faire les cérémonies et les jeunes font partie, sont un peu la main-d'œuvre pour fabriquer ce pont. On se passe là, ce qu'on voit, c'est la kispa, qui est le sac dans lequel il y a des feuilles de coca. Et on va mâcher ces feuilles de coca qui font partie d'un acte sacré pour la cosmovision andine. Et donc, en fait, pour faire ce pont, ben, le matériau principal, c'est la litchou, qui est une herbe. C'est une herbe qui pousse dans la région. On va la couper déjà, donc c'est un gros travail parce que vous imaginez le nombre de tonnes ou de kilos, en tout cas de centaines de kilos de cette herbe. Donc pendant des jours et des jours avant, les femmes des quatre communautés vont couper et récolter cette litchou. Ensuite, elles vont faire des petites tresses, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc, ça, c'est le travail des femmes qui sont en haut du canyon et qui n'ont pas le droit de descendre vers le pont. Et donc, elles vont fabriquer ces premiers petits cordages. Et après, on va à nouveau tresser ces cordages pour en faire des cordages plus importants. Donc, c'est un grand travail. Et à un moment donné, d'ailleurs, on va humecter les cordages d'eau justement pour pas qu'il soit cassant et pour bien qu'il soit souple et résistant en fait. Donc ça, c'est un grand travail qui est intéressant et qui permet, en fait, pendant la fabrication de ce pont, bah, ça permet de voir beaucoup d'activités différentes. Donc après, bah, on va tirer les cordes, ça c'est la première chose. Et puis après, vous voyez que une fois que le tablier en bas avec les quatre grosses cordes sont mises, plus les deux garde-corps, eh bien, on va justement habiller les garde-corps de plus fines tresses pour la sécurité. Et en fait, bah, voilà, c'est tout ce moment-là qui peut être assez impressionnant, en tout cas assez dangereux parce qu'on se balade au-dessus du vide. Voilà, donc il faut être un peu acrobate pour tresser tout ça. Et en fait, bah, cet événement dure au moins 4 jours, sachant que là, on doit être le troisième jour, en fait, et le quatrième, le dernier jour, c'est l'inauguration du pont. Voilà, là, on doit être entre le 2 et le troisième jour, sachant que le premier jour, on met le tablier. Et ici, on est sur la fin. On voit le pont qui est en train d'être terminé. Et une fois que le pont est terminé, on autorise donc les communautés à venir l'essayer. Comme vous voyez, là, la première personne marche dessus et après, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut aller y faire un tour. Voilà. Donc, cet événement a lieu tous les ans. Euh, Cette année, c'est une année assez exceptionnelle puisque les dates qui ont donc toutes ces fêtes ont lieu au mois de juin, mais parfois les dates ne correspondent pas pour que on puisse les avoir de manière assez rapprochée pour enchaîner. Et cette année, on est dans une configuration assez exceptionnelle qui permet d'enchaîner le pont Inca avec le pèlerinage que je vais vous présenter, sachant que l'année prochaine, en 2026, ça sera deux voyages différents, puisqu'il y a une quinzaine de jours qui séparent les deux événements. Et puis après, on verra, après ça, le Corpus Christi, qui est pour le coup juste après le Kolyuriti. Donc, une fois qu'on voit le pèlerinage du Kolyuriti, on voit aussi le Corpus Christi. Et on finira par l'Inti Raymi, qui est la fête du soleil. Donc, le Kolyuriti, c'est vraiment un événement assez exceptionnel qui a lieu en juin, 58 jours après le dimanche de Pâques. Alors, on verra une carte. Je vais aller tout de suite sur la carte. Et là, nous partons à nouveau de Cusco, à nouveau vers Puno, mais on s'arrête à Urcos et on va dans la région. Vous voyez la petite montagne là qui s'appelle Nevado ao Sangate.
Donc ça, c'est le trek qu'on peut faire dans la région, le tour de la Hossangate, qui est vraiment la montagne sacrée des Quechua des alentours. Et nous allons à Mawayani. Et à partir de Mawayani, on monte vers le sanctuaire de Kolyuriti avec, on voit des névados, donc on voit des glaciers qui sont là à 4600 mètres. Donc en fait, ce pèlerinage a a une histoire très très ancienne, bien avant l'arrivée des Espagnols et du catholicisme, dans le sens où déjà les Quechua à l'époque allaient faire des cérémonies à cet endroit en particulier, et puis ramenaient en fait de la glace pour faire des cérémonies avec la glace, pardon, excusez-moi, avec la glace des glaciers pour demander à avoir de bonnes récoltes. En fait, après l'arrivée des Espagnols, une légende dit qu'effectivement, il y a un petit berger qui aurait vu une manifestation du Christ à cet endroit-là. L'histoire est très longue, mais en tout cas, il aurait un bout d'étoffe qui permettait de vraiment prouver qu'une personne était venue le voir. Et du coup, c'est devenu un pèlerinage catholique. Mais on peut voir, et vous allez voir, qu'en fait, à travers ce pèlerinage, on voit tout le syncrétisme finalement du Pérou entre le catholicisme et la cosmovision andine. Et après, le Corpus Christi, lui, sera beaucoup plus catholique avec évidemment des influences. Donc, bah, comme on peut le voir là, alors vous voyez énormément, c'est une débauche de couleurs, vraiment une débauche de couleurs. Et le masque, je vous en parlerai, mais le masque qu'on peut voir, c'est le masque aussi que portent les Ukuku, qu'on appelle aussi les ours, qui sont des personnes censées s'occuper de la sécurité, entre guillemets, mais que toutes les règles soient bien respectées. Donc, on est au pied de l'os gâté, au milieu des bergeries, à 4600 mètres d'altitude. Et là, on a donc à peu près 100 000 pèlerins qui viennent de toute la région, voire même de Lima. Ce pèlerinage est de plus en plus connu. On était à 60 000 personnes, après 80 000, il y en a de plus en plus. Et donc, ça dure 3 jours. Et c'est un défilé de personnes qui viennent, mais vraiment avec tout leur barda, c'est-à-dire, comme vous le voyez là, une croix pour prier, mais aussi des légumes pour manger, de quoi faire des tentes, de quoi se nourrir, de quoi s'abreuver, de quoi jouer de la musique. Les femmes qui dansent ont parfois jusqu'à 7 costumes différents. Donc, c'est une ambiance assez incroyable en plein milieu des montagnes, une ambiance totalement unique, avec très très peu de tourisme, dans le sens où même s'il y en a une vingtaine ou une cinquantaine, au milieu des 100 000 pèlerins, c'est un peu comme la Kumbh Mela en Inde, bah, on ne les voit pas beaucoup. Et donc, bah, vous voyez, tout le monde porte sur le dos de quoi faire son campement, avec les étendards. Tout le monde vient en famille faire ce pèlerinage. Après, certains, ils vont y rester pendant tout le temps du pèlerinage. Et d'autres, par contre, vont partir de Cusco le matin, faire toute la pérégrination, 5-6 heures de bus, 8 heures de marche aller-retour, 5-6 heures de bus dans la journée, pour au moins assister une fois dans le week-end au pèlerinage. Donc les bus sont bondés et tous les bus sont réquisitionnés pour aller à ce pèlerinage. Vous pouvez voir que là, par exemple, il y a des oiseaux avec des perroquets et un petit singe pour la divination. C'est un peu comment dire, c'est un peu la cour des miracles. Toutes les petites échoppes là qui permettent de vendre, de s'abreuver avec du Coca-Cola, du thé, mais aussi des truites, des pommes de terre, de quoi manger. Et voilà à peu près, voilà le décor, voilà le spectacle. Un peu sur la droite, on voit une petite église qui a été construite depuis le miracle. Et au fond, on voit des glaciers. Et parmi ces, enfin, il y a 4 glaciers différents. Donc, nous, Tamera, on a des campements un peu sur la gauche, un peu à l'écart, mais même s'ils sont à l'écart, vous le voyez comme sur la droite, là, c'est un peu plus espacé, un peu en hauteur, mais on reste au milieu de cette foule. Et il y a de l'ambiance de jour comme de nuit, donc on dort très peu. En tout cas, il faut vraiment apporter les tampons pour les oreilles, les boules qui pour essayer de dormir un petit peu, puisqu'il y a beaucoup de fanfares, de pétards et toutes sortes de choses. Donc c'est une organisation assez incroyable pour cet événement. Et là, on voit donc des confréries.
Donc, tout le monde est organisé en confréries. Les confréries, ce sont plusieurs personnes de la même paroisse, et puis après, qui sont rassemblées en nations. Et pour le coup, il y a quatre nations différentes parce que justement, c'est d'avant le catholicisme, hein, c'est le syncrétisme, et c'était le Taiwan-Tintsuyu, donc les quatre nations de l'Empire Inca, le nord, le sud, l'est et l'ouest, avec même, on verra des plumes tout à l'heure, parce que ce sont les nations d'Amazonie. Donc les quatre nations sont présentes pour venir ici. Et on voit au fond à gauche la petite église qui a été construite, dans laquelle il y a une cérémonie. Là, vous voyez ce drapeau, c'est la Wipala, donc vraiment le drapeau des civilisations pré-hispaniques et des civilisations andines. Donc une ambiance assez délirante avec évidemment quand même des cérémonies. Chacun apporte son étendard, ses crucifix. C'est épuisant, les gens ne dorment presque pas. C'est vraiment, comme je le disais, une débauche de couleurs. On s'allonge par terre, on dort par terre, on se repose, on recommence. Vous pouvez voir que ici, donc, ce sont les Ukuku, hein, les personnes. Donc, les Ukuku ont des costumes d'ours. On voit les poils d'ours et en fait, ça forme des croix. Ici, c'est rouge, noir et blanc pour symboliser une nation. Et après, il y a ceux qui sont en jaune, ceux qui sont en vert. Donc, on peut voir à la couleur de quelle nation appartiennent les gens. Là, on ne le voit pas, mais ils ont un passe-montagne qui permet de leur couvrir toute la tête et on ne reconnaît absolument pas le visage. Et ils ont le fouet autour du cou qu'on appelle le chicoté. Et en fait, dès que quelqu'un fait une incartade au règlement, eh ben, il prend des coups de fouet. Donc voilà, on a le droit de boire de l'alcool. Parfois, on est même obligé de boire de l'alcool, mais on n'a absolument pas le droit d'être sous. Et donc, dès que quelqu'un est sous, il est puni. Il sort de la confrérie pour les cérémonies et il se prend des coups de fouet. Et donc, il est exclu. Donc, il faut boire, mais sans être sous. C'est tout un art à 4600 mètres d'altitude. Et donc, bah voilà, on a évidemment beaucoup de danses différentes et celle-ci représente justement nos amis les Espagnols qui sont venus à un certain moment de l'histoire. Ici, on peut voir une espèce de marché, un marché au miracle assez incroyable, puisqu'il y a des gens qui se construisent avec des petites pierres, des faux garages, d'autres qui vendent des faux diplômes de bac ou de notaire, d'autres des papiers de notaire pour avoir, par exemple, un terrain ou une maison ou un diplôme de médecin ou de dentiste. Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est en faux pour que ça arrive en vrai. Et donc, on va payer avec, pour le coup, des vrais bolivianos. On va payer, on va s'acheter un faux diplôme de notaire pour devenir notaire, un faux diplôme de médecin ou de dentiste pour devenir un jour dentiste. Et ici, on voit un faux curé qui fait, du coup, un faux mariage. Et il marie les gens deux par deux. Parfois, les gens ne se connaissent pas, mais ils veulent juste être mariés dans l'année. Alors, soit ils ont trouvé quelqu'un et ils viennent se marier pour de faux afin d'être mariés pour de vrai, soit ils n'ont même pas rencontré quelqu'un, mais ils souhaitent rencontrer quelqu'un et se marier. Donc, ils vont demander, par exemple, ils vont vous prendre par l'épaule et ils vont vous demander, est-ce que tu veux bien te marier avec moi? Et là, vous dites oui, évidemment, pour faire plaisir, ou bien non, mais ça serait malvenu. Donc, moi, ça m'est arrivé, on m'a demandé de me marier. Et en fait, le faux curé fait ce faux mariage avec beaucoup de blagues, énormément de blagues qui fait rire tout le monde. Donc, c'est un attroupement. Et évidemment, il faut payer les fausses alliances, la malédiction, mais ça permet aux gens d'espérer être mariés un jour ou dans l'année. Voilà la bénédiction. Donc le fouet qui est vraiment présent. Il y a même des concours en fait de fouet, c'est-à-dire que chacun se met dos à dos et il donne un coup de fouet à son collègue, chacun son tour jusqu'à ce que le sang apparaisse sur les mollets. Donc l'idée quand on va là-bas, c'est sous le jean, sous le pantalon, de mettre deux ou trois paires de collants pour atténuer les coups de fouet finalement qui peuvent laisser des traces, quoi. Et puis, bah, évidemment, là, il n'y a pas trop d'images de fanfares, mais je peux vous dire qu'en fait, on entend le bruit de la musique et des fanfares, et on voit même les musiciens qui peuvent jouer entre 4006 et 5000 mètres au milieu des glaciers et qui continuent à jouer de la musique. Les différents masques pour les différentes danses et les différentes cérémonies au pied des glaciers.
Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'avant-dernier jour, les Zoukoukou, donc les ours, là, les personnes qui sont responsables de la réglementation des 4 nations, avec leurs drapeaux, leurs étendards, leurs fouets, leurs chicotés, montent vers 4 glaciers différents. Chacun va aller vers un glacier, se font des cordes en rappel en attachant les fouets les uns aux autres, montent sur les glaciers, font une cérémonie toute la nuit avec le crucifix et des bougies et redescendent avec de la glace. Cette glace sera ensuite redescendue. Traditionnellement, elle était redescendue à Cusco et elle était donnée 2 jours après la fin du pèlerinage à l'archevêque pour le Corpus Christi qui allait faire sa cérémonie avec cette glace. Et donc là, une fois là-haut, bah, les séances photos souvenirs euh, qui permettent de voir un petit peu. Là, on voit justement les Zoukoukou qui sont en jaune ou bien en rouge, avec des sifflets, avec leur passe-montagne à la main. Et on peut voir ici bah, cette confrérie d'Oukoukou qui a installé, qui a posé son crucifix, qui se repose pour faire la cérémonie et redescendre au petit matin. Ça se passe en plein milieu de la nuit et c'est vraiment impressionnant. Je regarde si on est dans les temps, effectivement. Et voilà, après ça, on redescend faire une cérémonie avec le prêtre dans l'église. Alors c'est très très difficile, vous imaginez toute cette foule, tout le monde se bat pour rentrer dans l'église, pour faire la cérémonie principale qui va clôturer la fin de ce pèlerinage. Et donc, cette vallée-là va redevenir une petite bergerie avec absolument plus personne. Et il y a un service de nettoyage parce que vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de déchets qui vont être ramenés, tout nettoyés pour l'année prochaine. Donc voilà ce qui peut se passer dans l'église. Donc la cérémonie est réservée aux Zoukoukou hein, qui sont officiants. Et on voit là ceux de la nation de l'Amazonie avec les plumes sur le bonnet, sur le chouïos, avec les sifflets et les conques et la flûte de Pan pour accompagner la cérémonie du prêtre. Et ici, justement, on voit le Christ principal qui est gravé sur la roche de, à l'intérieur de l'église. Après, ce qui se passe, ça, c'est une petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que tout le monde s'en va, mais les Zoukoukou, eux, vont continuer et vont effectuer ce qui s'appelle la marche des 24 heures. Alors ça, il y a même peu de Péruviens finalement qui le savent et qui y assistent. Moi, j'ai pu y assister à 2 reprises. On part, on marche une grande partie de la nuit, on s'arrête pour se reposer, mais on marche comme ça dans les vallées, on marche, on marche. Souvent, c'est la pleine lune parce que c'est un moment de pleine lune avec des petits bidons d'alcool à 90 que certains sirotent. On voit là au Sangaté cette montagne en toile de fond. Et puis au petit matin, on arrive dans un lieu près d'une petite église qui s'appelle Tayankani. Et là, on va se mettre en ligne. Les Zoukoukou, qui sont à peu près 10 ou 20 000, vont se mettre en ligne, vont attendre le soleil levant et c'est pour ça qu'on voit le syncrétisme après, après les cérémonies en fait, catholiques. Là, on est sur une cérémonie qui est vraiment préhispanique, précolombienne, puisqu'en fait, on va faire... donc là, c'est un grand spectacle, une grande chorégraphie qui est organisée avec les 4 nations et qui se mettent en ligne là. Et on voit à ce moment exact, en fait, les Zoukoukou sont devant. On attend que le soleil se lève et dès que le soleil se lève, et ben, tout le monde fait une prière au soleil levant, donc en l'honneur du soleil, puisque c'était en fait l'astre, le dieu qui était vénéré chez les Incas, et on le verra avec la dernière fête qui est l'Inti Raymi. Donc là, on va enchaîner rapidement sur le Corpus Christi, donc une fête qu'on connaît plus chez nous, hein, qui a lieu 60 jours après Pâques, en fait, qui célèbre la résurrection du Christ et l'Eucharistie. Donc, c'est le corps du Christ, en fait, ce qu'on appelle aussi chez nous la fête Dieu, qui est présente dans toute l'Amérique latine. Au Guatemala, par exemple, à Antigua, c'est une fête absolument énorme. Et puis au Pérou, c'est plutôt à Cusco. Mais vraiment, dans toute l'Amérique latine, on peut retrouver des cérémonies absolument fabuleuses. Donc, c'est l'occasion pour toutes les personnes des communautés
Donc nous sommes à Cusco. Toutes les personnes aux alentours sont à majorité quechua, donc descendants des Incas, et tout le monde vient avec les saints, les vierges de toutes les villages, de toutes les paroisses alentours pour mettre ces saints sur des palanquins et puis, en fait, viennent des différentes communes, viennent sur la place d'Armes et font le tour de la place d'Armes avant de faire la cérémonie de l'Eucharistie par l'archevêque de Cusco, devant la cathédrale. Ce qu'on peut voir actuellement sur l'image. Et là, on voit en fait l'hostie, le symbole de l'hostie que tient l'archevêque entre ses mains. Donc, bon, c'est une fête qui peut sembler catholique, un peu, comment dire, un peu classique, entre guillemets, mais l'ambiance de Cusco est quand même assez incroyable, hein. Vous pouvez voir que toutes les personnes autour ont des ponchos, ont des habits traditionnels. Donc c'est vraiment ce mélange, malgré le catholicisme, c'est un mélange finalement, vous voyez, d'Amérindiens qui vénèrent le Christ et la Vierge Marie. Certains sont pieds nus, les palanquins font plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, et donc les personnes se relaient pour porter les palanquins sur le dos, avec ici les fanfares qui vont avec chaque confrérie à nouveau. Donc c'est vraiment un spectacle, il y a une ambiance assez folle quand même. Ça vaut le coup d'y assister. De toute façon, c'est vraiment 2 jours après le Coluriti. C'est lié puisqu'on ramène la glace aussi ce jour-ci. Donc ça vaut vraiment le coup de profiter d'être à Cusco pour assister à cette cérémonie. Il y a un plat aussi traditionnel qui s'appelle l'iriuchu et qui en fait c'est un plat froid à base de maïs, de cochon d'Inde, de pommes de terre, de piment voilà, et qui est le plat traditionnel. Et puis on va finir par l'Inti Raymi. Alors l'Inti Raymi qui est la fête du soleil, qui symbolise le solstice d'hiver en fait dans l'hémisphère sud. Donc l'Inti Raymi est fêté dans tout l'hémisphère, dans toute la partie de l'Amérique latine, depuis la Colombie, surtout en Équateur, surtout au Pérou, surtout dans les parties andins, puisque c'est vraiment un héritage de la cosmovision andine. Et là, on fait une fête en l'honneur du soleil. Donc, c'était une fête qui était très pratiquée du temps des Incas, qui ensuite a été interdite par les Espagnols et qui après a été à nouveau autorisée. Et au moment où elle a été autorisée, finalement, on a fait une reconstitution de ce que l'on en savait. Et donc, ça fait 60 ans que cette fête du soleil a été à nouveau autorisée et faite. Et donc c'est cette tradition qui perdure. Là, on peut voir, donc c'est un peu un décor, comment dire, l'Inti Raymi est un peu plus scénarisé finalement là. Donc, on assiste à un grand spectacle avec des acteurs. Donc, c'est un acteur, des chorégraphies, et qui symbolise l'Inca qui sort les momies des ancêtres, qui viennent sur le lieu le plus sacré, historique, et qui finalement maintenant est la place d'Armes. Donc, on fait le tour de la place d'Armes avec les momies des ancêtres. C'était le jour de l'année où on sortait les momies des ancêtres, qui sont représentées maintenant par des momies en plastique finalement, puisqu'on ne va pas sortir des vraies momies pour cette cérémonie. Et ensuite, on va se rendre de la place d'armes de Cusco à Sacsayhuaman, qui est la grande forteresse de blocs monolithiques, pour faire la cérémonie de sacrifice de lama ou d'alpaga. On prend un jeune alpaga et on lui sort le cœur, on lui arrache le cœur pour faire une cérémonie. Donc voilà, on peut voir tous ces acteurs qui font une grande chorégraphie. Ça commence au Coricancha, qui est le temple du soleil, qui a été transformé maintenant en église, mais ça reste un musée absolument extraordinaire, hein. Vous retrouvez le temple du soleil dans Tintin, donc c'est à peu près à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a, cette fabuleuse cérémonie qui a lieu à 3 endroits différents. On voit ici au Coricancha, et puis après, on sort les momies qu'on amène cette fois-ci vers la place d'Armes.
Voilà, c'est l'occasion de faire des beaux portraits et pour les photographes d'avoir des belles images. Alors, c'est pas la cérémonie, comment dire, on voit vraiment qu'elle est théâtralisée et scénarisée, mais en fait, les Péruviens la prennent très au sérieux et il y a beaucoup plus, on peut penser qu'il y a beaucoup de tourisme. Elle est effectivement, c'est une fête qui est touristique, mais il y a énormément de locaux qui viennent y assister parce que pour eux, c'est vraiment aussi leur fête de l'année. Voilà, donc c'est Sacsayhuaman qui part, normalement, on visite cet endroit archéologique où il y a presque personne et là, on est obligé de finalement d'accueillir, cette foule pour faire, le sacrifice, du lama. Donc on essaie de reconstituer, ce que pouvaient être les habits, et la musique, de l'époque. Voilà, donc c'est le moment aussi où même les Péruviens mettent leurs plus beaux habits et sont très contents de partager cet événement avec des étrangers. Donc on y est évidemment les bienvenus. Et voilà, on voit ici l'impératrice, la femme de l'Inca, qui a été choisie, qui est une actrice aussi. Et chaque année, en général, on reprend les mêmes acteurs. Voilà, donc je reviens sur les 2 départs qu'on propose, hein, qui permettent d'enchaîner, cette année seulement, en 2025, donc qui permettent d'enchaîner le pont Inca, le pèlerinage du Colliouriti et puis le Corpus Christi. Pour ceux qui veulent, juste 2 3 jours après, il est aussi possible de faire une extension pour l'Inti Raymi. Donc pour celui qui veut enchaîner ces 4 fêtes, c'est cette année ou bien dans 4 ou 5 ans. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous reste encore quelques places. Et puis, bah, moi, je vous conseille vraiment d'aller au Pérou. C'est une bonne occasion. Tous les ans, sachez en tout cas que tous les ans, le mois de juin en particulier, est un moment très auspicieux pour aller dans le sud du Pérou. Parce que même si on n'est pas sur l'une de ces 4 fêtes, il y a beaucoup plus de fêtes paroissiales, en fait, qui ont lieu à droite, à gauche. Et on peut tomber sur des fêtes au mois de juin. C'est vraiment un moment exceptionnel. D'autant plus que les billets sont moins chers qu'en juillet-août. Il fait moins froid la nuit pour la randonnée. Il y a moins de monde, donc c'est une très bonne chose. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment tous d'être venus aussi nombreux. Et puis, j'espère à très très bientôt pour parler de voyage ou pour d'autres conférences sur d'autres sujets himalayens ou andins.